Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, une question très pertinente d'un abonné que je voulais partager avec toi. Tu vas voir, on parle de dépenses déductibles aux revenus fonciers et on parle des façons de ne pas se faire avoir. Juste avant ça, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, rejoins des milliers d'investisseurs rentables déjà réunis ici. Tu trouveras des liens un petit peu partout autour de cette vidéo pour t'abonner, pour télécharger mon livre, pour avoir accès aux 4 vidéos gratuites, des erreurs à ne pas faire dans l'immobilier, etc., etc. Tu vas voir, je te laisse chercher, tu vas trouver. Alors, c'est parti. Question de Michael. Michael, une petite question, tac, salut, je te passe le début. Je réunis 2 appartements mitoyens en un seul. Les impôts me disent que je ne pourrais pas déduire fiscalement mes travaux car je change la dénomination du bien. Et la banque et les conseillers en patrimoine me disent que je pourrais. Où est la vérité, etc. Alors, en fait, Michael, la raison où les gens ne sont pas d'accord sur la réponse qu'ils te donnent, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Encore un cas immobilier où c'est pas noir ou blanc, rouge ou vert, violet ou arc-en-ciel. Il va falloir regarder très précisément ce que disent les textes. Alors, t'inquiète pas, je suis là pour toi, je vais t'expliquer déjà les différences et je vais te donner des exemples réels issus des cours d'appel, des cours de cassation, du Conseil d'État, etc. Enfin bref, la jurisprudence et comment ça marche pour de vrai. Alors, déjà, il va falloir que tu comprennes que là, on parle de revenus fonciers, ok? Donc, on est en location nue, d'accord? Et tu es au régime réel, puisque tu veux déduire des travaux. On n'est pas au micro. Alors, au régime réel, en location nue, donc régime réel foncier, location nue, revenu foncier. Tu as le droit de déduire les dépenses d'amélioration, les dépenses d'entretien, les dépenses de réparation. Ok? Donc, tu entretiens ton bien, tu fais une amélioration, tu fais une réparation, tu peux déduire. Premier exemple qui me vient en tête, le mitigeur dans la douche, il marche plus, tu changes le mitigeur, tu peux déduire. Il y a une cloison cassée, tu fais venir le plaquiste, il répare, tu peux déduire. Il y a un problème avec l'électricité, tu fais venir l'électricien, il répare, tu peux déduire. Tu veux mettre une cuisine équipée parce qu'il n'y en avait pas, tu peux déduire. Etc. Ok, ça, ce sont des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration. C'est déductible des revenus fonciers. No souci. Il y a une deuxième catégorie de dépenses qu'on classe en construction, reconstruction, agrandissement. Ok, construction, reconstruction, agrandissement. Donc ça, tu ne peux pas déduire. Donc, si par exemple, tu casses, un immeuble, tu le casses, tu le démolis, tu reconstruis un immeuble, tu ne peux pas déduire. Tu construis un ajout, tu surélèves un immeuble pour rajouter des mètres carrés. Tu ne peux pas déduire. Tu fais des travaux dans les combles pour créer de la surface habitable supplémentaire. Tu ne peux pas déduire cette partie-là, etc. Ok? Tu comprends la différence. Donc là, tu me dis que tu veux casser une cloison pour rassembler 2 appartements en un. On est entre les deux parce que ça peut être vu d'un côté en mode dépenses d'amélioration, puisque finalement, tu prends 2 appartements qui sont peut-être vétustes, et j'espère qu'ils sont vétustes, parce que plus ils sont vétustes, et plus ils sont mal foutus, et plus c'est des ruines, et plus tu vas pouvoir justifier, si jamais on vient te retoquer, de dire non, c'est pas de l'agrandissement, c'est de la dépense d'amélioration. Ça passe, tu vas voir, je vais te donner des exemples après. Si tu viens vraiment faire une amélioration, malgré le fait que, ok, tu réunisses de l'eau et finalement, tu agrandis en même temps. Il y a un lot que tu agrandis, mais il y a un autre lot qui n'existe plus. Donc, ça peut passer à ce niveau-là. Mais c'est litigieux. Si par exemple, tu dis, voilà, j'ai 2 appartements en très bon état, dans une résidence récente, et que tu casses et que là, tu vas agrandir, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que tu as les 2 interprétations de la part de ta banque, de la part des impôts, etc. Parce que c'est litigieux. Alors, quand tu as 2 interprétations comme ça, je te recommande à 800 000% de prendre conseil auprès d'un homme de loi. Un homme de loi, c'est quoi? C'est un avocat spécialisé dans l'immobilier ou un avocat fiscaliste, un notaire ou éventuellement certains conseillers en gestion de patrimoine. Mais je te conseille de rester sur de l'avocat fiscaliste et spécialisé immobilier et du notaire. Parce que, encore une fois, c'est un cas très particulier, tu vois. Ça va être étudié au cas par cas. Et dans le doute, quand tu as plusieurs sons de cloche,
eh bien, demande aux impôts, demande ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire que tu demandes l'avis des impôts et les impôts te répondent et ça a valeur de rescrit. C'est quoi un rescrit? C'est que si jamais après on vient te chercher, tu diras hop, regardez là. Vous avez vu le papier là? Vous avez vu le mail que vous m'avez écrit? Vous m'avez dit que c'était OK. Donc maintenant, vous m'avez dit que c'était OK, ça a valeur de rescrit, boum, terminé, ils ne peuvent plus t'embêter. Mais c'est les impôts qui tranchent. Donc là, si en effet, dans ton cas, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as demandé aux impôts, tu me dis là rapidement sur Messenger, mais je ne sais pas si tu es allé vraiment loin. Si tu es allé vraiment loin et qu'en effet, on t'a fait une réponse officielle comme quoi, non monsieur, dans votre cas, à vous, c'est pas possible, c'est moyen, tu vois, au niveau de ta situation. Enfin, si jamais on vient te contrôler, si jamais tu décides de quand même déduire. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vas écrire sur la déclaration d'impôt. C'est toi qui vas prendre la décision finale de est-ce que tu déduis ou pas. Donc fais attention. Après, tu peux aussi continuer à parlementer avec la personne qui t'a répondu. Tu peux très bien ajouter des infos, etc. Donc c'est pour ça que je vais donner quelques exemples. Et puis pour toi qui me regarde, ça va être intéressant pour toi aussi. Alors je t'ai parlé déjà des dépenses d'entretien, réparation et amélioration. Alors des exemples de dépenses d'entretien, réparation et amélioration qui étaient peut-être un peu litigieuses et qui sont passées soit en Conseil d'État, soit dans n'importe quel tribunal, n'importe quelle chambre, peu importe, et où on a tranché de telle ou telle manière. Alors par exemple, premier exemple que je trouve, traitement du bois contre les insectes xylophages, tels que les termites ou les capricornes, c'est OK, c'est de la dépense d'entretien, déductible. Dépenses de recherche et d'analyse de la nocivité de l'amiante, déductible. Autres dépenses de recherche et d'analyse rendues obligatoires par la réglementation, diagnostic, sécurité des installations, etc., déductible. Part de la dépense payée au titre d'un contrat d'entretien d'un ascenseur, déductible. Des dépenses de réparation, pareil, qui passent en déduction. Remise en état du gros œuvre, toiture, façade, canalisation, installation électrique, déductible. Remise en état de l'installation de chauffage. Alors, tu notes les mots, les mots, on ne les dit pas au hasard. Là, c'est le Conseil d'État qui parle. Donc, on dit remise en état. On ne dit pas fabrication, agrandissement, etc. Remise en état. Les mots sont importants à ce niveau-là de litige fiscal, on va dire. Donc, remise en état de l'installation de chauffage. Remplacement de canalisation et d'éléments de radiateur, déductible. Substitution à l'ancienne installation électrique, déductible. Remise en état des murs, déductible. Remise en état d'une partie de construction suite à des détériorations dues à des malfaçons à la construction, déductible. Ravalement de l'immeuble, recrépissage des murs, réfection des peintures extérieures, déductible. Alors des fois, tu vois, ça va loin. Regarde, je t'en donne une qui va un peu loin. Travaux effectués dans des locaux à usage industriel et ayant consisté, sans importer de modifications aux gros œuvres ni entraîner un accroissement du volume des locaux, à remettre en état la climatisation, un escalier, l'étanchéité d'une terrasse, les descentes pluviales, la plomberie, les peintures, les revêtements de sol et les sanitaires, à remplacer un monte charge, des faux plafonds, des tubes fluorescents et à mettre en conformité un ascenseur et l'électricité. Donc en gros, on a tout refait à neuf. Déductible, c'est OK. OK, on n'a pas cassé, on n'a pas construit, on n'a pas reconstruit et on n'a pas agrandi. Ok, t'as compris un peu le truc? Alors maintenant, dépenses d'amélioration qui passent. Installation d'une porte automatique d'ascenseur, déductible. Dépenses d'enlèvement, fixation, encofrement des matériaux contenant de l'amiante, on l'a déjà vu, déductible. Reprise des fondations de l'immeuble, déductible. Asphaltage du trottoir attenant à la propriété, déductible. Tout ça, c'est des dépenses d'amélioration. Réfection de l'installation électrique et aménagement de nouvelles installations sanitaires sans accroissement du volume et de la surface habitable, t'as compris, déductible. Pose de porte-palière, aménagement de cuisine et de commodité entraînant la transformation d'un immeuble meublé en appartement sans affecter le gros œuvre. Augmenter la surface habitable, modifier l'affectation des locaux sans augmenter. Déductible, ok? T'as compris l'idée? Par contre, maintenant, je vais sur des dépenses de construction, reconstruction et agrandissement qui, cette fois-ci, ne passent pas. Transformation d'un étage d'un immeuble ancien qui a nécessité la démolition et la reconstruction de murs principaux de 2 étages et des combles, les murs mitoyens et le rez-de-chaussée ayant pu être seulement conservés. Donc ils ont conservé le bas et tout recassé en haut, pas déductible. Démolition, réfection des toitures, des planchers, des plafonds, modification substantielle des ouvertures existantes ainsi que l'aménagement de locaux entraînant une disposition différente, entraînant un déplacement de l'ensemble des cloisons et aboutissant à la création de 47 pièces d'habitation supplémentaires dans des immeubles qui n'en comportaient auparavant que 26. Okay, donc en gros, ils ont bougé les cloisons, il y avait 26 pièces d'habitation, il y en a eu 47. Pas déductible, ok? Tu vois, c'est considéré comme de la construction et de l'agrandissement, un petit peu entre les deux. Tu comprends?
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Un autre exemple qui va te parler. Travaux effectués dans une maison d'habitation qui ont consisté en une réfection complète des sols, des planchers et des plafonds, et en la restructuration interne de l'habitation par augmentation du nombre de 4 à 6, du nombre de pièces, de 4 à 6, ayant entraîné le remaniement des cloisons intérieures et le percement d'un certain nombre d'ouvertures extérieures. Donc tu comprends, on est sur le level finalement au-dessus de travaux et de modifications. Donc voilà, la limite est floue, la frontière est floue. Je te donne 2-3 exemples pour terminer de dépenses ne pouvant pas être considérées cette fois-ci comme des dépenses d'amélioration. Tout à l'heure, je t'ai donné des dépenses d'amélioration qui passaient. Ça, c'est des dépenses d'amélioration qui ne sont pas passées. Le Conseil d'État a tranché. Tiens, je vais te donner les dates des arrêts aussi. Ça te donnera un peu l'idée. Alors, travaux exécutés dans 2 petits immeubles en vue de transformer 18 chambres en 8 studios, pourvu du confort moderne, sur 3 niveaux, dans l'un des immeubles et sur 2 niveaux dans l'autre. Les travaux ont conduit à un remaniement du mur de façade comportant notamment à chaque étage la modification de l'emplacement et la fonction des ouvertures qui ont donc affecté substantiellement le gros œuvre des immeubles. Non déductible. Un arrêt du 27 février 85. On a affecté, tu vois, le gros œuvre. Et ça vient vraiment en ligne de compte quand il y a un litige, est-ce que oui ou non, c'est des travaux de construction. Parce que la jurisprudence dit que plus on vient toucher aux gros œuvres, et plus on est sur des travaux qui sont considérés comme de la construction ou de la reconstruction. Je t'en donne un dernier. Aménagement d'anciennes annexes agricoles en de nouvelles annexes utiles à l'habitation. Non, pas déductible. On a créé de la surface habitable, pas déductible. Travaux relatifs à la redistribution complète de l'espace intérieur d'un immeuble d'habitation et le remplacement de la toiture par une terrasse, pas déductible. Ok, donc tu as compris l'idée. Je ne vais pas rentrer dans 50 000 détails et te lire tous les arrêts du monde qui sont passés, mais tu as compris l'idée. Alors, tu vas me dire, ok, nickel, merci de l'éclaircissement, mais comment je passe à travers? Comment je peux faire en sorte de passer entre les gouttes? Tu le sais, l'immobilier, encore une fois, il y a plein de chemins possibles et plein de chemins différents. Il y a plusieurs solutions pour passer entre les gouttes. Déjà, là, tu me parles de charges déductibles. Ok, donc, au réel, on peut éventuellement penser à se mettre au forfait, avec l'abattement au micro, tu sais, avec l'abattement de 30%. Donc, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'abattre 30% plutôt que de déduire les dépenses? En général, ça ne l'est pas. Mais dans un très petit nombre de cas, notamment si tu mets beaucoup d'argent sur la table ou s'il n'y a pas d'emprunt, etc., enfin dans des situations très précises, ça peut être intéressant. Donc il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Tu peux aussi passer en société commerciale, en société à l'IS. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple de passer un certain nombre de déductions et surtout, par le jeu des amortissements, tu vas venir déduire énormément plus de choses et la vétusté de l'immeuble ou de l'habitation, de l'appartement, peu importe. Et ça va faire finalement le même effet que celui que tu recherchais dans la déduction au niveau de tes impôts parce que tu vas être derrière une société à l'IS et à ce moment-là, ça va entraîner une fiscalité plus douce pour toi en tant qu'associé personne physique. Par contre, attention, qui dit société à l'IS dit plus de difficultés, notamment pour la sortie des fonds et notamment au niveau de la plus-value au moment de la revente. Et il y a aussi une troisième solution subsidiaire, c'est de passer en meublé. Passer en LMNP en nom propre qui te permettra aussi éventuellement de profiter d'un système un petit peu plus intéressant, d'être un petit peu, alors sans rentrer dans les détails du LMNP, mais d'être un petit peu entre les deux mondes, au meilleur des deux mondes, entre la société commerciale à l'IS et le nom propre. Avec le LMNP, avec un LMNP bien fait, avec du meublé bien mené, tu peux avoir cette espèce de statut entre deux, ce statut bâtard qui te permet d'arriver aussi à tes fins de cette façon-là. Voilà, Michael. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si toi aussi elle t'a aidé, apporte ton pouce à l'édifice, like, partage, commente, abonne-toi à cette chaîne. On se revoit très bientôt, tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. C'est Yann et à plus.